Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Alors je ne sais pas si elles sont vraies, mais en tout cas elles sont là ce soir avec Philippe David. Ça va mon Philippe ? Ça va très bien, Cécile, et vous ? Très bien, très heureuse d'accueillir ce soir encore Éric Revel qui est avec nous, journaliste et écrivain. Cécile. Bonsoir. Bonsoir de suite, quel bonheur. Beaucoup, c'est trop ? Non, non, c'est jamais trop. Je me rends pas compte parce que sinon je peux y aller. Hein. Non. Oh là là, oh. Non, il a envie qu'on le prie. Là. Il est chaud comme une baraque. J'ai pris ça pour un reproche, moi. Non, pas du tout. Au contraire, c'est un compliment. Bon. Pas du tout. Rappelons c'est ce livre, c'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Et on espère que celui qui est à côté de lui, notre vraie voix du jour, l'a lu ce livre. Samuel Botton était avec nous, expert en communication chez Step Conseil. Vous l'avez lu ou pas ? Prenez au dépourvu devant notre invité. Vous me faites marquer mal. Non, il a dit tout à l'heure qu'il avait lu mes textes il y a 15 ans, 20 ans. Ouais. Et je vais reprendre cette œuvre dès demain à la fin. C'est dingue, non ? Depuis le début. Je suis beaucoup plus vieux que lui alors. Là, c'est ça. Bon, à peine. Allez les amis, le sommaire de cette émission, on le disait tout à l'heure, l'université Lyon, l'UMER Lyon 2 a finalement annoncé la suspension de son enseignant Julien Théry, auteur d'une liste de personnes qu'il considérait comme génocidaires et accusées d'antisémitisme. Et on vous pose cette question, enseignant suspendu, faut-il dépolitiser les universités ? Eh bien vous dites oui à 97%, et moi je le dis, l'université c'est comme l'école, c'est fait pour apprendre, pas pour faire de la politique ou du syndicalisme, fut-il étudiant. Et puis la question du soir, l'ancien ministre du Logement Guillaume Kasbarian appelle à mettre fin à l'accueil prolongé des étrangers sans domicile fixe en situation irrégulière. Et on vous pose cette question, faut-il arrêter de loger les migrants irréguliers ? Vous dites oui à 97%, et moi je le dis à 3 milliards d'euros par an, voilà une source d'économie. Il faut expulser les personnes en situation irrégulière, pas les loger. Vous n'allez pas vous faire que des amis. Allez, on vous souhaite la bienvenue. Tout de suite le grand débat du jour. J'ai trouvé ça extrêmement choquant d'abord de désigner à la vindicte populaire 20 personnes qualifiées de génocidaires des personnalités françaises. C'est un cap qui est franchi et qui, à mon avis, doit être dénoncé par tous. L'exhumation il y a 2 jours d'une caricature antisémite publiée l'an dernier par ce même professeur sur ses réseaux sociaux a achevé d'aggraver le cas de cet enseignant, suspendu donc ce soir par son université. On se félicite de cette décision. C'est une des premières fois où la présidente de Lyon 2 prend vraiment ses responsabilités, agit rapidement et prend des mesures pour faire cesser les dérives et j'irais même plus loin, faire cesser le bordel au sein de son université. Les vraies voix Sud Radio. Et Éric Revel, je me tourne vers vous. On a envie de dire enfin. Bah oui, la personne dit rapidement, non, ça a pris 2 semaines quand même. Je rappelle quand même les faits, ce prof, est-ce qu'on peut l'appeler prof d'ailleurs, il a publié une liste en fait de juifs. Alors, ils n'étaient pas tous juifs, il avait 16 sur 20. Bon, bah d'accord, alors 16 sur 20, c'est une bonne note quand même, pour un prof. Oui, ça fait quand même une majorité. Qu'il taxait de génocidaire. C'est-à-dire que on n'est pas en 2025, on est en 1930. On est en 1930 et on a une déflagration de l'antisémitisme dans ce pays et de l'islamo-gauchisme qui est absolument hallucinante. Et je vous rappelle que récemment, c'était un sondage IFOP qui voulait précisément revenir un peu sur ce qu'a fait Frédérique Vidal, la ministre de l'Université, qui avait émis l'idée de faire un rapport sur l'islamo-gauchisme dans les universités. Rapport qui n'a jamais été produit, rapport qui n'a vu que des obstacles. Et bien ce sondage, il a été freiné par les présidents des universités françaises. Les présidents des universités françaises, au prétexte qu'on fichait les gens, ou qu'on aurait pu ficher les gens qui allaient répondre à ce questionnaire, ont bloqué. Eh ben, je vais vous dire une chose, c'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera redescendre la température de l'antisémitisme dans ce pays. Samuel Botton. Je pense qu'Éric a tout dit sur cette problématique. Effectivement, ça faisait 2 semaines qu'on voyait le nom de cet enseignant revenir régulièrement sur la question de la liste et sur la question de caricature. Moi, je vais me recentrer un peu plus sur ce que sont devenus finalement les lieux d'éducation et les universités ces dernières années. C'est devenu des tremplins, des plans de communication et des plans de carrière pour des jeunes qui viennent à peine d'avoir le bac et qui se rêvent déjà comme leurs idoles politiques. Alors, je pense à Ilan Gabé, qui ne sait plus quoi faire pour se rendre intéressant et qui est intervenu il n'y a pas longtemps sur le service public. Alors, on va dire qu'il
la santé Hélène mentale. Gabet, c'est quelqu'un de très suivi sur Twitter qui est proche de la France proche de la insoumise. France insoumise. Voilà. Mais j'aurais pu aussi vous citer Stanislas Rigaud de Reconquête, De Reconquête, qui absolument. ne tire sa légitimité finalement que de quelques mois à l'université et de s'être bien placé derrière. Donc on en revient en plan de carrière, tout ça pour décrocher quoi ? Des jobs de collaborateurs parlementaires ou de conseillers dans des partis politiques. Et en fait, je vais vous dire une chose, moi je suis enseignant, pas en université, mais dans le privé. Si je tenais ne serait-ce qu'un millième des propos qui ont été tenus, il m'arrive de parler politique par la fonction, par les matières qu'on enseigne. Mais il y a toujours une limite qu'on ne franchit jamais. Bien sûr. On est dans l'analyse, et être dans l'analyse, c'est pas un problème. Pas dans Par le contre, militantisme. à partir d'un moment où on rentre dans des volontés militantistes à outrance, ben là, en fait, c'est ni le lieu, ni l'endroit. Vous l'avez dit, Philippe. L'école, c'est fait pour apprendre. Ouais. Alors moi, pour prouver, alors je vais pas revenir sur l'antisémitisme, je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Éric Revel, confirmé par Samuel Botton. Moi, je vais aller sur le sujet clé. Faut-il dépolitiser les universités ? C'est bizarre, la meilleure université française, c'est Dauphine. Je passe régulièrement devant. Il n'y a pas un tag, il n'y a pas une affiche de syndicats, de ceci, de cela. Alors que quand vous passez, alors là vous rentrez dans les couloirs, ça fait très longtemps que je suis pas passé de certaines facs françaises ou aux alentours, alors là vous avez les facs d'extrême gauche, hein. On est d'accord, Villetaneuse, Tolbiac, Mais Nanterre. le 16e est une zone de non-droit, Philippe. C'est bien connu. Exagérons rien non plus. J'allais dire qu'il y avait le bois de Boulogne juste à côté aussi, et que là on peut pas coller d'affiches. Et de l'autre côté, Enfin, pas sur les murs en tout cas. la fac d'extrême droite qui est Assas, d'accord, avec une forte proportion d'extrême droite. Mais ces facs-là, aujourd'hui, regardez leur classement. Enfin, je parle pas d'Assas, mais je parle en particulier de Villetaneuse, etc. Vous allez directement, pour nombre d'entre elles, vous avez des formations qui mènent pas loin. Mais on fait quoi ? On fait du syndicalisme, on fait de la politique. Désolé, quand on est étudiant, on n'a pas à syndiquer. On n'est pas un salarié. Alors, je vais tempérer un chouïa les propos de mon ami Philippe David. Je suis plus rien que vous. J'ai un vieux passé universitaire, licence, maîtrise, DESS, DEA, doctorat d'État en finance. J'ai connu deux facs principalement, Paris 10 Nanterre, bâtiment G, très belle fac d'éco à l'époque, très belle fac d'éco où vous avez des profs comme Philippe Herzog, Dominique Strauss-Kahn, Jacques Vallier, Charles-Albert Michalet, André Babot. Le débat politique entre l'UNEF et l'UNEF Renouveau dans les locaux avec les affiches, l'UNFSE. voilà, collées partout, j'ai connu. ça. Moi, ce qui me choque, c'est pas qu'il y a un débat politique. Je vais vous dire même, je préfère des gens engagés politiquement quand ils sont jeunes. Ça permet de canaliser et de mettre en avant des aspirations de société. Mais aujourd'hui, on n'assiste pas à ça. Aujourd'hui, on assiste à une emprise islamo-gauchisme dans nos universités. C'est plus les débats, le capitalisme monopoliste d'État de Paul Boccara face au libéralisme de Hayek ou de Milton Friedman. C'est plus ça du tout. Aujourd'hui, vous avez un entrisme dans les universités qu'on constate dans la société française, qui est animé toujours par les mêmes. Donc là, on n'est plus sur le débat politique droite-gauche, capitalisme, socialisme. C'est plus ça le sujet. Le sujet, c'est aujourd'hui cet entrisme qui menace la société française. Voilà. On revient dans un À mon instant. sens. 0826 300 300. Est-ce que vous estimez que l'université est par nature un espace politique où il Oui, doit être totalement oui. Mais de la dédié, bonne je suis pas dédié, d'accord avec De la bonne politique. ou Philippe, alors de la dédié bonne politique. totalement à l'éducation? 0826 300 300. On revient dans un instant. Soyez les bienvenus. N'hésitez pas. Ils sont face à vous ou à côté de vous. On verra. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et autour de cette table, Samuel Botton est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, et Éric Revel, journaliste et écrivain de Expert en ce livre. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. Et on revenait sur l'université Lumière Lyon 2 qui a finalement annoncé la suspension de son enseignant Julien Terry, auteur de la liste des personnes qu'il considérait comme génocidaires et accusées d'antisémitisme. Et on se posait la question, et faut-il dépolitiser, Philippe, l'enseignement supérieur? Mais moi, je suis pour. Regardez les écoles les plus performantes en France. On va prendre les écoles d'ingénieurs, Polytechnique, Mines, Centrale. Je vais faire ne gêner personne ou choquer personne. Ou alors HEC, ESSEC, ESCP. Pour les écoles de commerce. Est-ce que ce sont des écoles où ça tracte, ça fait des réunions pour ceux-ci, contre ceux-là, paix à Gaza, machin truc, etc. Non, parce que les étudiants, ils bossent.
et le but c'est de bosser. C'est pas de faire des tractages, des collages et des débats dans les amphis. Ça veut dire que naturellement, on dévie le débat vers la réorientation académique qui est faite des lycéens en post-bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur toutes les universités qui ont été citées, quand on va dans celle-ci, déjà il y a un concours qu'il faut réussir. Oui. Et ensuite, et c'est pas des universités. Et on sait généralement pourquoi on y va. Oui. Si vous prenez une université classique, type fac de droit, de psycho, de ce que vous voulez. De sociaux. C'est bizarre, on a le réflexe. L'histoire des petits pois dans la Grèce antique. J'ai tenu 2 semaines à la fac de droit. Parce qu'on m'a pas expliqué ce que c'était. Je suis arrivé dans un monde que je ne connaissais pas. Donc forcément, à un moment, dans mon cas, je me suis démotivé, je suis parti ailleurs. Mais vous avez des gens qui se retrouvent finalement, entre guillemets, dans ces voies de garage et qui cèdent aux sirènes d'une forme de militantisme agressif et qui passent plus de temps à faire autre chose qu'à étudier. Je pense notamment à Richie Thibault, qui a été le collaborateur parlementaire d'Ercilia Soudé. Je ne suis même pas sûr qu'il ait validé une licence. À 25 ans, non pas que ça soit dramatique, mais en général, quand on enchaîne 5 ans d'études sans valider les 3 années, c'est qu'il y a un problème. Donc voilà, forcément, on rentre. Ça dépend des schémas d'université dont on parle. Mais est-ce que là, vous parlez des élèves, mais en fait, c'est dépolitiser, c'est peut-être les enseignants qu'on doit dépolitiser. Aussi. Non, mais les enseignants, parce qu'à la limite, que le débat entre élèves. Mais on en revient à ce que je vous disais. Il faut savoir raison garder devant ces étudiants. On peut parler de politique, on peut analyser le débat et ce qui s'y passe, mais à aucun moment on ne doit être dans la prise de position. Moi, mes étudiants, la semaine dernière, on parlait de marque employeur, je leur parlais du bad buzz d'Orpi avec Rima Hassan. Ouais. À aucun moment je ne donne mon avis sur Rima Hassan, sur Orpi ou sur le conflit israélo-palestinien. J'aborde ces problèmes. Si vous cherchez un appartement, il vaut mieux aller chez Orpi que chez Rima Hassan. Ouais. D'accord, voilà, okay, très bien. Donc c'est la mesure et c'est la barrière qu'on met avec eux et dans le discours qu'on doit avoir. C'est pas de la censure, c'est juste du bon sens. Mais comment on peut faire, Éric Revel, pour dépolitiser l'enseignement ? Non, mais attendez, en réalité, je vais vous paraître un peu catastrophiste ce soir, et pourtant je suis en forme, mais la société française est par terre. La société française est par terre, en fait. Vous pouvez vous tourner dans tous les sens. Parler de l'autorité d'un prof, elle est proche du zéro. Parler de l'autorité d'un gendarme ou d'un policier dans la rue, elle est proche de zéro. On les insulte, on crache dessus. Puis alors, quand ils ont le malheur de mettre une claque, c'est une bavure. Alors, en plus, ils ont sur le dos, et c'est normal, les autorités pour vérifier s'ils ont bien fait de mettre ou pas la claque. En fait... Tout s'effondre, pardonnez-moi, tout s'effondre. Alors, mais ça c'est une bonne idée ce que vous dites. Je rebondis sur ce que vous dites. Effectivement, les policiers sont contrôlés. Et pourquoi les enseignants ne seraient pas contrôlés sur ce type de choses ? C'est au nom de la liberté d'enseigner. Oui, mais on peut dire la même chose. Je suis bien d'accord. Mais je vais choquer 80% de l'auditoire, mais pourquoi ne pas contrôler non plus les magistrats qui infligent des peines et qui n'ont jamais à s'expliquer sur rien, sur les peines qu'ils ont. Eux, la liberté de la justice, bon, très bien. L'indépendance de la justice, bon, très bien. Non, mais moi, ce que je trouve dingue, c'est qu'un prof qui balance ce type de choses, et alors, il y a la photo truquée, ouvertement antisémite, qui a été exhumée, d'il y a quelques mois. Le pire là-dedans, outre ce qu'il a posté sur les réseaux sociaux, c'est le soutien massif qu'il a reçu de la part d'un certain camp politique qui disait que littéralement ce qu'on faisait contre lui c'était de la chasse aux sorcières. Mais quand on voit que parfois on fait le coming out de personnes parce qu'elles ont dit une chose qui est quand même de bon sens, mais qui penchent pas du même côté de l'échiquier politique, qui ont dit mais il faut le virer de la police parce qu'il a dit ça ou parce qu'il a liké tel groupe dans les réseaux sociaux, etc. Là, l'indignation, elle est franchement à géométrie variable. Oui, mais j'ai juste envie de vous dire, Philippe David, que le camp adverse pourrait faire la même chose. C'est-à-dire que si tout le monde est en masse, comme ils font du côté de la France insoumise, certains ont des pudeurs de gazelle. Mais ça, c'est pas une question de pudeur de gazelle, c'est qu'après, est-ce qu'on passe nos journées à commenter le moindre propos du fou du bus, ou est-ce qu'on avance collectivement et on essaye de trouver des solutions à des problématiques importantes ? Pour revenir sur l'enseignant qui a été suspendu, j'ai lu son communiqué de presse, entre guillemets d'excuses, qui ne ressemble en rien à des excuses, où il ne reconnaît rien, et où il est même en train de nous expliquer qu'on a mal compris la caricature qu'on a vue. Donc en fait, à un moment, je n'attends pas forcément des partis qu'ils réagissent, que LF il fasse, on l'a dit,
ils ont un ouvrage de référence qui est le livre de chevet de Jean-Luc Mélenchon, c'est le coup d'état permanent de François Mitterrand. Sauf qu'il n'a pas compris ce qu'il a lu et qu'il s'en est juste tenu au titre. À partir de là, je n'ai aucune obligation, moi comme d'autres, de venir commenter ce que tous les débiles de France peuvent faire et dire. On les condamne, on passe à autre chose, on ne calcule pas ces gens-là. Eh ben moi, comme je suis un débile de France, je vais vous commenter, mon cher Samuel. Je vais vous dire. Vous êtes très réaliste sur votre personnalité. En réalité, Ouais. et c'est pour ça qu'on a un point crucial, à mon avis, de l'évolution de la société, de la République. C'est qu'en fait, on est rentré dans un combat idéologique. Pendant des décennies, la gauche a eu l'habitude de mettre sur la table du débat national les thèmes qu'elle voulait traiter, qui étaient bien de traiter. Et dès l'instant où elle comprend que son magistère intellectuel est bousculé, alors la gauche réagit violemment. Et comme avec la dissolution, et c'est ça aussi le résultat d'Emmanuel Macron, on a une extrême gauche, alors il y a une extrême violence dans le débat. Une extrême polarisation du débat. Bah, bien sûr. Absolument. Allez, merci beaucoup les amis, tout de suite, on n'y croit pas. Les vraies voix Sud Radio. On n'y croit pas. Arrête de gueuler, bordel! Louis Sarkozy veut responsabiliser les automobilistes et à sa manière, François Libournou. Oui, alors là, on pensait vraiment avoir tout vu, mais comme d'habitude, non. Voici les faits, ils sont simples. Louis Sarkozy a lâché une idée complètement folle. Selon lui, pour sauver des vies sur la route, il faut supprimer les feux rouges, les lignes blanches et même, pourquoi pas, les panneaux de signalisation. Alors Pierre Chasseret, vous êtes délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonsoir. Bonsoir. Alors, supprimer les lignes blanches, les panneaux de signalisation, pardon, est-ce que ça peut fonctionner en France? Il y a des pays qui l'ont fait et ça a l'air de fonctionner. Est-ce que nous, on peut le faire? Non, mais même Max Verstappen sur les Grands Prix de Formule 1, il garde les panneaux et garde les feux au départ. Donc, vous croyez sincèrement que c'est une bonne idée? Non, trêve de plaisanterie. Si on était dans un jeu vidéo, pourquoi pas? Mais là, il n'y a pas plus idiot que ça. Il n'y a pas plus idiot. Et pourtant, Pierre Chasseret, certains disent que lorsqu'il n'y a pas de panneau de signalisation, ils sont peut-être plus prudents. Non, c'est n'importe quoi. En fait, ça repose sur une étude qui avait été faite, mais sur une ville où il n'y avait pas un arrondissement de Londres, où il n'y avait pas de flux automobile. Ouais. Dès que le flux automobile a progressé, on est revenu en arrière, on a remis les feux, on a remis les marquages au sol. Qu'est-ce qu'on va dire à nos gamins? On va leur dire, allez-y, traversez la route, et puis vous verrez bien si les voitures s'arrêtent. Non, franchement, ça n'a aucun sens, Cécile. Non mais moi j'ai pratiqué un pays il y a 20 ans où il n'y avait pas de marquage. J'ai jamais autant eu peur de ma vie pour traverser, c'était la Chine, dans le sud de la Chine. Même eux, ils sont venus. Et je peux vous dire que j'ai traversé, pratiquement je faisais ma prière avant de traverser. Je sais pas quelle lubie est passée par la tête de Louis Sarkozy, parce que je vais prendre un exemple. Moi j'ai conduit aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a les stop for ways. Le premier qui arrive s'arrête et le deuxième, et c'est le premier qui passe. En France, vous croyez que les conducteurs français ils respecteraient ça? Mais moi j'y crois jamais de la vie. Pierre Chasseret, non? Très rapidement, il y a quelques... Voilà. Quand vous enlevez les marquages au sol, c'est la loi du plus fort. Donc typiquement, le piéton, il traverse jamais. Voilà. Donc ça, c'est possible dans des petits villages. C'est possible dans des petites agglomérations. La Ferté-Bernard, dans la Sarthe, c'est jouable. Bon, mais sur Paris, Lyon, Marseille, ça n'a aucun sens. Les piétons traversent plus la route, c'est terminé. Samuel, moi juste un petit tacle à Nicolas, à Louis Sarkozy, qui il y a 6 mois nous expliquait qu'il fallait peut-être légaliser la cocaïne et d'autres drogues dures. Aujourd'hui, il nous propose de supprimer les lignes blanches. Je vois qu'elles ne sont pas toutes logées à la même enseigne finalement. Est-ce qu'il a pas mis un coup de menton? Voilà, pas mal. Pierre Chasseret, merci beaucoup, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Vous restez avec nous dans un instant. Le tour de table de l'actu des vraies voix, Philippe David. Ah, quelle belle découverte qu'on a eue aujourd'hui. Un inédit en duo, Johnny et Michel Berger. Éric Revel. Tout va mal, il fait gris sur vous Paris. Êtes en forme aujourd'hui, vous. Mais attendez, vous allez voir, il fait gris sur Paris, on n'a pas de budget, les entreprises s'interrogent, et pourtant, en province, les PME, les TPE, avec énergie, continuent de faire de la production. Samuel Botton. Un petit tour d'horizon sur les municipales et ce qui se passe actuellement. Bon bah dis donc, c'est Noël à tous les étages. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et parfois, j'aime bien faire ma maîtresse d'école. J'aime bien faire l'appel. Philippe David. Présent. Éric Revel.
Et puis l'air stoïque. C'est pas possible. Présent. C'est pas possible. C'est fou. Samuel Botton. Présent. Ah voilà, on va distribuer les bons points et les mauvais points. Sir, yes sir. Yes sir. Allez tout de suite. Et vous, 0826 300 300, c'est notre Aude adorée qui est avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à l'appeler, lui dire d'ailleurs des petits mots doux. On aime beaucoup ce que vous faites. Faudrait qu'elle vienne à l'antenne un jour, Aude, parce qu'elle a une très jolie voix. Allez tout de suite, le tour de table de l'actu des vraies voix. Si Aude. Si. Buenas tardes, amigos. Une petite blagounette, tiens, qu'on m'a raconté ce week-end. Mais non, qu'est-ce que c'est qu'une douche sans eau? Je sais même plus. Une douche. J'ai rien compris. Le tour de table de l'actualité. Moi, c'est la seule blague de Philippe David que je comprends. Philippe David, pendant que vous avez le marché en main. On va commencer par un son. C'est l'amour que j'attendais. Dans ce monde fier et hostile, difficile. Vous avez reconnu les voix de Johnny Hallyday, ça fera 8 ans demain qu'il nous a quittés, vous le disiez, Cécile, on n'a pas vu le temps passer. Passe vite, malheureusement. Et c'était, alors à l'époque, quand c'était des galettes, vous vous rappelez les 33 tours, on pouvait mettre 10 chansons, 11 chansons, 12 si elles n'étaient pas trop longues, mais ils en enregistraient 15-16 et ils ont trouvé un duo, par accident, qu'avait enregistré au moment de l'album Rock'n'Roll Attitude, composé intégralement par Michel Berger, Johnny. Ils ont retrouvé ce duo qui a été divulgué aujourd'hui. C'est dingue. C'est une chanson très sympa. Alors, ironie de l'histoire, la veille des 8 ans de la disparition de Johnny, un autre géant de la chanson française, que Michel Berger était un géant de la chanson française comme Johnny. Et si on regarde bien, le titre phare de cet album, outre Quelque chose en nous de Tennessee, c'était Le chanteur abandonné, et c'est un peu la même rythmique que Le chanteur abandonné quand on écoute, et un petit côté nostalgie, parce que c'est touchant d'entendre à nouveau, dans une chanson qu'on ne connaît pas d'eux, tant Johnny que Michel Berger. Je suis sûr qu'Eric Revel, il chante Johnny. Non, mais immédiatement, on a été saisi sur ce plateau par une sorte de bouffée de nostalgie, vous voyez. Oui. Immédiatement, on écoute Johnny Hallyday, on écoute Michel Berger, on se replonge dans ses souvenirs. Voilà, la nostalgie, c'est une bonne chose. Mais quand on est trop empreint de nostalgie, ça veut dire que on préfère regarder dans son passé quand on vit mal son présent et quand l'avenir est confus. C'est la situation dans laquelle on est globalement aujourd'hui dans ce pays. Mais non, on va faire un trait d'union évident. Beaucoup de plaisir à découvrir ce son et ironie de l'histoire, inédit. Demain, Jul sort un nouvel album et il a déjà fait tomber tous les records de Johnny. Mon seul regret, c'est de ne pas avoir eu de feat entre ces deux monstres, parce que Jul, finalement, on peut en penser ce qu'on veut, il est l'héritier direct de Johnny dans ce qu'il représente et dans ce qu'il symbolise aujourd'hui. Et puis, voilà, on va écouter ce son tranquillement et on enchaînera avec l'album de Jul à minuit. Et en attendant, peut-être que ressortent d'autres inédits qui ne sont pas sortis, parce qu'il y en avait beaucoup par album. Mais vous avez un refrain de Jul en tête? Je les ai tous. Allez-y. J'espère que tu as reconnu la machine. 2016, je suis chaud, je les achève. Je me mélange pas, qu'est-ce que tu t'imagines? Je vous le déclame pas. On n'est pas sur Skyrock. Alors que vous y aurez votre place. Non, mais c'est pas ça. C'est que moi, c'est. Ça se chante plus, c'est difficile. Ça ne me parle pas. Voilà. Ça ne me parle pas, c'est une chose, mais ça parle aux nouvelles générations de la même manière. Écoutez. Vous avez reconnu le sample au moins. Enrico Macias. Donnez-moi, Dieu vous le rendra, c'est ça? C'est ça. Ils ont samplé ça. J'avoue, je préfère nettement Johnny. Oui, Enrico Macias dans la première version. Et ça s'écoute pendant combien de temps? Celui-là, il fait 2 minutes 37, si je dis pas de bêtises. Donc il faut quand même avoir son paquet de paracétamol. Vous voulez savoir combien de minutes de Jul j'ai écouté cette année? 1456. C'est pas vrai. Mais c'est parce que vous êtes Marseillais. Allez, c'est ça. Pendant que vous avez la parole, Eric Revel, les PME de province continuent de produire. Oui, je voulais vous en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de faillites d'entreprises, il y a beaucoup d'investissements qui sont en l'air faute de budget, faute de cap gouvernemental, etc. Et j'ai lu un papier ce matin qui m'a beaucoup intéressé, de Dominique Seux dans les Échos, qui s'est rendu à un jury, je crois, vers Orléans, qui récompensait justement des PME et des TPE. Et il a été frappé, c'est dans son papier, par l'énergie de ces
petits patrons entre guillemets, par leur volonté de ne pas lâcher, de se décrocher de l'hystérie de l'Assemblée nationale et de continuer à faire leur job et essayer de créer de l'emploi. Et ça se traduit d'ailleurs dans le baromètre de confiance des entrepreneurs qui s'effondre pas du tout, qui est plutôt stable. Et je pense qu'on le doit à ces gens-là. Et j'insiste sur une chose, c'est que dans les années qui viennent, dans les 2-3 ans qui viennent, 50-60% des ETI, des entreprises à taille intermédiaire, vont changer de patron. Parce que l'ancienne génération va partir et la nouvelle va arriver. Mais il y a une discussion un peu technique à l'Assemblée nationale sur ce qu'on appelle le pacte Dutreil et qui permet, avec une fiscalité allégée, à des fils de succéder à leur père dans ces entreprises. Ou des filles à leur père. Ou à des filles, bien sûr. Et si ce pacte Dutreil est raboté ou éliminé, eh bien on va faire rentrer massivement dans le capital de ces très belles entreprises françaises des ETI, des fonds étrangers. Voilà, alors si c'est ce qu'on veut, continuons à se tirer des balles dans le pied. Pour les gens qui ne savent pas ce que c'est qu'une ETI, c'est à partir de 250 salariés. Jusqu'à 5 000. Entreprise à taille intermédiaire, familiale, souvent. Voilà. Et n'oublions jamais que c'est pas les groupes du CAC 40 qui créent de l'emploi en France. C'est précisément ces ETI et ces PME. Donc il faut les protéger. Donc, sus à l'hystérie fiscale à l'Assemblée nationale, que ces députés qui n'ont même pas eu le courage de voter la partie recette, parce qu'il y a un député qui a... Non, mais sur 577. Voilà. Donc, le député Uvard. Je voulais leur tirer mon chapeau, parce que dans l'espèce de brouillard dans lequel on flotte, il y a des gens courageux qui ont de l'énergie et de la volonté. Alors, juste un petit mot. Cet été, mon beau-père m'a présenté une entreprise dans le Vaucluse, dans un tout petit village, une toute petite commune qui travaille dans le bâtiment. C'est une PME. Ils font 1 milliard de chiffre d'affaires. Et personne ne les connaît, et ils sont dans leur coin, et ils travaillent, et ils font un travail de formidable. Donc voilà, je voulais juste dire ça parce que voilà, on a l'impression que les PME, c'est des toutes petites boîtes, qui travaillent beaucoup et qui font beaucoup de chiffres d'affaires. Et rebondir sur une conversation qu'on avait eue, vous et moi, la semaine dernière, où on se disait finalement, on a l'impression que la seule France qui va bien, les seules bonnes nouvelles qu'on a le matin, c'est quand on lit le cahier des Échos dédié à l'économie ou celui du Figaro. On a l'impression que les seuls moments qu'on a d'innovation dans le pays en termes d'entrepreneuriat sont dans ces pages, et j'ai le sentiment qu'on n'en fait peut-être pas assez sur tout ce qui se passe réellement sur les sujets qu'Éric a évoqués. Moi, je crois qu'il y a une chose où il faut y aller massivement. Désolé, je vais me répéter, c'est pas du français. Pour aider nos TPE, PME à devenir des ETI, ça va beaucoup plus vite en Allemagne qu'en France. Mais il faut baisser les règles, les réglementations, les normes, les machins, les trucs. Ça se résume en un mot. Afuera. Afuera, c'est ça. Samuel Botton, un point sur les municipales. Voilà. Sur les municipales des grandes villes, avec l'analyse des ambitions de parti, où là, ça commence déjà à se déchirer. Oui, et tout est en train de se mettre en place. Alors après, il y a ce qu'on appelle les aléas du direct. C'est déjà violent, je trouve, aujourd'hui. C'est extrêmement violent. J'ai même envie de dire à Marseille plus qu'ailleurs, et on va garder le meilleur pour la fin. On peut commencer avec ce qui se passe à Paris, où Rachida Dati a passé quand même de nombreuses années à nous expliquer qu'elle voulait revenir en détail sur tout ce que Anne Hidalgo avait engagé. Elle s'est finalement rétractée sur la question des voies sur berge. Et plus récemment, on a l'impression qu'elle continue à être empêtrée dans les affaires. Donc à Paris, c'est une tradition. Si vous n'avez pas une affaire avec des logements sociaux, c'est que vous n'êtes pas vraiment candidat. Donc ce qui pourrait des logements sociaux, c'est que vous n'êtes pas vraiment candidat. Ce qui pourrait redonner, il en a bien besoin, un peu de visibilité à Emmanuel Grégoire, dont j'ai du mal à imaginer la candidature aller au bout. On peut s'attarder aussi à Lyon. Et Lyon, alors ça je l'avais dit déjà il y a 2 mois, Jean-Michel Aulas c'est un bulldozer, époque OL intouchable et 7 titres de champion de France. On a le sentiment que la municipale est déjà pliée. Et enfin, il y a ma partie préférée, Marseille, où tout est très ouvert du fait de la duplicité des candidatures et parce que vous avez aussi des candidats qui font énormément de mauvais choix. J'étais venu sur la question de Martine Vassal en expliquant que le soutien qu'elle avait reçu d'En Marche et des Républicains n'était pas forcément une bonne chose dans le contexte. Récemment, on a eu droit à un épisode ubuesque où sur les antennes de BFM, elle nous dit texto qu'au 2e tour, tout est envisageable. Non, c'était sur Sud Radio. C'était sur Sud Radio en premier. Avec Jean-François Achille. Toutes mes excuses à Jean-François Achille. Le désistement, enfin le rapprochement avec le RN. Elle nous explique que tout est possible. Et où finalement, 2 jours après, donc en l'occurrence cette fois-ci effectivement sur BFM TV, elle nous dit
les yeux dans les yeux, c'est une fake news. Je pense qu'aujourd'hui, Martine Vassal est en train de faire une erreur dramatique sur sa campagne, c'est de penser qu'elle se joue sur les réseaux sociaux, alors qu'il y a beaucoup plus besoin de terrain. Et dans tout ça, vous avez un Sébastien Delogu en embuscade qui, lui, ne rêve que d'une chose, c'est de dégommer le maire sortant Benoît Payan. Finalement, c'est lui un peu la tête de turc de tout ce beau monde. Et j'ai l'impression qu'on va être vraiment dans une campagne de caniveau où la moindre attaque sera bonne à prendre et de tous les côtés. Et ça m'inquiète un peu parce qu'une municipale, finalement, c'est une élection qui reste très importante pour les Français. C'est la première qui les concerne. Et j'ai le sentiment qu'on ne sera pas du tout à la hauteur des enjeux. Éric Revel. Alors, le point commun entre ces trois exemples de grandes villes, c'est le changement du mode de scrutin. Je le rappelle. Oui, bien sûr. Puisque modifié en 83. Enfin, on va pouvoir avoir un homme, une femme pour une fois et non pas des maires d'arrondissement qui élisent le maire de la ville citée, Lyon, Paris ou Marseille. Maintenant, je pensais, mon cher Samuel, que vous feriez le procès de Madame Vassal qui imaginait peut-être se rapprocher du RN. D'abord, je voudrais dire que localement, il y a beaucoup de rapprochements. Il y a même des listes communes en réalité. Alors, ça peut choquer les LR purs et durs. Ça peut choquer la droite républicaine pure et dure. Mais ils l'ont déjà fait en 95 avec Gaudin. Oui, mais je vais vous dire, moi, je ne passerai jamais sous silence le fait que le printemps marseillais et M. Benoît Payan va s'allier, quoi qu'il arrive, avec la France insoumise. Alors je veux bien que vous me le matérialisez la manière dont ça va se faire, Eric. Oh, ça se fera, vous aurez Parce que j'imagine mal Benoît Payan dire à Delogu, on oublie tout, viens avec nous. Écoutez, on verra. Vous imaginez que Gabriel Attal appellerait à voter aux législatives pour un candidat LFI plutôt que pour un candidat RN ou LR? Vous imagineriez ça? Vous avez des élections qui n'ont rien à voir. Il y en a une. Je vous parle des plats de lentilles de la gauche quand ça l'arrange, qui se pince le nez et scelle un accord électoral avec ces gens de LFI qui, à mon sens, ne sont pas fréquentables. Voilà, je vous le dis comme je le pense. Bien sûr, mais vous me parlez d'une législative, vous me parlez pas d'une municipale. Donc on a toujours, mais ça y est, ces dogmes idéologiques sont en train de tomber. Ces dogmes idéologiques sont en train de tomber. Plus loin, je suis pour qu'on arrête définitivement avec cette histoire de front républicain, qu'on les laisse tous aller se taper jusqu'au bout et qu'on voit réellement à quoi la France ressemble dans un hémicycle. Dans un hémicycle, pourquoi pas, mais ça se passera pas comme ça, parce qu'on a toujours dénoncé la droite lorsqu'elle voulait faire l'union des droites. En revanche, ça n'a jamais choqué personne que LFI, le Parti communiste et d'autres s'allient pour gagner les élections. Ça n'a jamais gêné personne. Allez, merci les amis, tout de suite. On va faire une petite pause, on revient dans un instant avec l'info en plus. Vous me laissez la musique ou je peux faire mon lancement? Allez-y. Je croyais que c'était dans l'ambiance. Ouais, mais l'ambiance est beaucoup moins drôle pour l'info en plus. Le père d'un prodige de l'informatique a été donc enlevé, violenté, relâché en pleine rue, dénudé et gravement blessé dans le Val d'Oise. On va revenir sur cet événement dramatique dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Merci de nous écouter sur Sud Radio. Non, c'est normal, parce que vous êtes une radio sympa, diversifiée et tout, donc c'est très bien. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 18h-20h, Cécile de Ménibus, Philippe David. Avec Samuel Botton qui est avec nous, expert en communication chez Step Conseil, et puis Éric Revel et Philippe David bien entendu, et vous 0826 300 300. Tout de suite l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et vous avez entendu cette information, le père d'un prodige de l'informatique a donc été enlevé, violenté, relâché hier en pleine rue, dénudé et gravement blessé dans le Val d'Oise. Notre Bruno Pomar national est avec nous en direct. Bonsoir Bruno. Ah Bruno, salut. Ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Alors bien entendu, on a fait appel à vous puisque vous êtes un ancien du RAID, donc tout ce qui est prise d'otages et forcément et enlèvement, ça faisait partie de vos prérogatives. Oui, je courais après les voyous, hein. Je faisais pas les enlèvements. Hein. Oui, bien sûr, on a bien compris. Ça aurait été un beau coming out en direct. On parle de crypto-monnaie, on parle de cybersécurité, donc de plus en plus fréquent aujourd'hui. On a l'impression que des enlèvements ratés pour la plupart ces derniers temps, mais ça s'accélère.
Oui, écoutez, d'abord on parle de grand banditisme, moi je parle ça d'opportunité. Alors quand on parle de grand banditisme, en fait de compte, on n'a pas affaire à des grands bandits comme on a connu dans les années 80, dans les années 70. En fait, on se rend compte que ce sont souvent des bandes de jeunes. On l'a vu avec l'affaire du Louvre sur les bijoux, on le voit avec la crypto-monnaie depuis des mois et des mois, et les bijouteries, vous savez, les braquages de bijouterie avec des motos. Donc on s'aperçoit qu'effectivement, ce phénomène-là est en train de grandir. La crypto-monnaie, pour ces groupes-là, c'est un moyen potentiel de faire facilement de l'argent. Ils se trompent d'ailleurs parce qu'on la suit, la crypto-monnaie, on peut pas faire ce qu'on veut en fait avec les mouvements de fonds. Mais bref, on est dans une situation effectivement qui est inquiétante, et c'est pour ça que, encore une fois, la police s'adapte toujours avec difficulté, parce qu'il y a tellement d'affaires à gérer que effectivement on se pose des questions sur ces phénomènes qui sont de plus en plus fréquents, et on voit qu'à travers ce qu'on a vu ici, cette ultra-violence, eh bien on a dû mobiliser évidemment le parquet de Pontoise a saisi l'OCLO, la fameuse Office central de lutte contre la criminalité organisée, l'AGIR, les juridictions interrégionales spécialisées. Voilà, tout le monde est en réaction très rapide, et c'est pour ça qu'on trouve des réponses rapides. Les anticiper, évidemment, c'est très compliqué parce qu'on a affaire à des bandes qui sont capables de se réunir rapidement et de passer à l'action très très vite à partir du moment où ils ont une cible. Rapidement, Bruno Pomar, ce sont des amateurs? Pour moi, dans la méthode, oui. Si on regarde l'ensemble de ce qu'on voit depuis le mois de juin avec les kidnappings, la pression, oui, et dangereux, mais qui sont capables de tout. Je vous dis, on peut faire le lien avec tout en fait. Le Louvre, les bijouteries et la crypto-monnaie, on voit bien qu'on n'a pas affaire. On a affaire à des gens qui réagissent rapidement et qui trouvent des cibles effectivement à attaquer, mais on a affaire pas à des super grands bandits, quoi. C'est ça le cas. Merci beaucoup Bruno Pomar, merci d'avoir accepté cette invitation, ancien membre du RAID et maire de Belleflou. Allez, merci beaucoup, et tout de suite, et si vous étiez ministre? Les vraies voix Sud Radio, si j'étais ministre. Qu'est-ce que je vais devenir? Je suis ministre, je ne sais rien faire. Et en l'occurrence aujourd'hui, si vous étiez ministre du pouvoir d'achat par exemple, et c'est Ben qui nous appelle de Condo. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, messieurs, dames. Monsieur le ministre, vous êtes nommé ministre depuis 5 secondes. Quelle serait, si vous l'étiez, votre première proposition? Baisser les taxes. Baisser les taxes? Les taxes sur quoi, par exemple? Sur les produits de consommation, de première consommation déjà. Oui. Elles sont déjà baissées, les taxes de première consommation. C'est 5,5 déjà. Oui, mais bon, si on vivait un peu avec nos ressources, plutôt que d'importer, et on vivrait vraiment entre guillemets en autarcie. Ah ouais, non mais ça c'est... En fait vous dites, vous êtes dans le Gers, vous avez cette chance que vous pouvez aller acheter vos œufs, vos pommes de terre et évidemment votre maïs si vous avez envie, parce que c'est une grosse zone productrice, et vos foie gras si vous aimez ça, directement chez le producteur. Mais est-ce que vous pensez que baisser la TVA de 5,5%, même mettre une TVA à 0, alors c'est interdit la TVA à 0, mais vous mettre une TVA à 1 ou 2%, vous croyez le prix il baisserait pas, c'est le distributeur qui gagnerait un peu plus d'argent, non? Vous croyez pas? Mais... Ben, sur l'augmentation des salaires, parce qu'il nous reste très peu de temps. Oui. Alors l'augmentation des salaires, c'est simple. Il y aurait un intéressement et faire des formations un peu plus poussées. Un intéressement. Au jour d'aujourd'hui, on a des éléments qui font que il y a beaucoup de personnes qui sont là pour de l'alimentaire et non pas autrement. Et vous faites quoi vous faisiez quoi avant d'être ministre? Ah voilà, c'est ça, être soignant. Merci beaucoup en tout cas, monsieur le ministre, d'avoir accepté notre invitation. Vous revenez quand vous voulez. Allez, dans un instant, le coup de gueule de Philippe David, juste après la pub. On parle de quoi? Je suis furieux parce qu'en France, on ne peut plus faire la fête. D'accord, ok. Ah oui, on ne peut plus faire la fête. Ah bah ça y est, ça a l'air de choquer dessus. Ah bah oui, on peut faire la fête. Il a raison. On peut faire la fête à la maison, mais on peut plus faire la fête recul. On peut plus organiser une fête du 31 janvier sur les Champs-Élysées. C'est ça. Allez les amis, on va faire un petit retake sur notre sapin de Noël. Sapin de Noël Sud Radio. Puisque cette année, le Père Noël a déjà déposé des cadeaux au pied du sapin et du sapin. Et quand je récupère ce petit cadeau de Noël, j'ai envie de vous le dire, le lire tout de suite. Et ce cadeau, c'est une fabrique à histoire. L'Uni, avec un abonnement l'Uni. Et la fabrique à histoire l'Uni, c'est la seule conteuse qui permet aux enfants de choisir tous les éléments de leur histoire et surtout d'écouter leur création unique. Alors c'est facile, vous envoyez un petit SMS à Aude, vous écrivez sapin, S-A-P-I-N, et vous l'envoyez par SMS au 7 20
20 18 et ce cadeau sera peut-être pour vous. Vous serez peut-être tiré au sort et on sera ravis de vous accueillir à l'antenne. On fait une petite pause. On revient dans un instant. À tout de suite. Et tout de suite, on parle de votre patrimoine en compagnie de Thomas Binet. Oui. Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans. Le conseil en plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous nous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Boddenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit, pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, aujourd'hui, on va parler d'une question très concrète. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'investir ou d'épargner seulement 50 € par mois? Oui, c'est une question parce que c'est une somme qui est faible. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas grand-chose. Alors soyons directs Catherine, 50 € par mois, est-ce que ça peut vraiment changer quelque chose pour nous? Absolument. Alors, c'est pas le montant qui compte, mais c'est vraiment le fait de s'y tenir dans la durée. Et la régularité est plus importante finalement que la somme de départ. Avec 50 € par mois, vous pouvez vous constituer un vrai capital solide grâce à ce qu'on appelle les intérêts composés. Alors, on aime bien donner des exemples dans ce rendez-vous. Est-ce que vous avez un exemple concret à nous proposer? Alors, on va imaginer donc que vous placez 50 € par mois pendant 20 ans. Donc, si on ne prend aucun rendement en considération, vous avez mis de côté 12 000 €. Oui, calcul. Maintenant, on va ajouter un peu de rendement à 2% par an. Donc, c'est un placement extrêmement prudent. Vos 50 € par mois deviennent 14 700 €. Si on met un peu plus de rendement à 5%, on est sur un portefeuille équilibré. Vous allez arriver à environ 20 000 €. Et si vous prenez un petit peu de risque que vous exposez aux actions, on va dire que vous faites 7% par an, vous allez dépasser les 25 000 € en 20 ans avec vos 50 € par mois. Alors si je comprends bien ce que vous nous expliquez, ça veut dire que le rendement va jouer un rôle énorme dans cette situation, mais ça veut dire qu'il faut aussi beaucoup de temps. Exactement. Et plus on commence tôt, et plus l'effet boule de neige va être fort. Si je reprends mon exemple, donc vos 50 € par mois pendant 20 ans, placé à 5%, je prends l'exemple médian. Donc on a dit que vous alliez arriver à 20 000 € au bout de 20 ans. En fait, si vous doublez cette durée, vous n'allez pas doubler vos gains, vous allez faire x6, puisque votre capital au bout de 40 ans sera de plus de 75 000 €. Donc en fait, en allongeant la durée, vous allez avoir un effet boule de neige vraiment important. Et la différence, c'est pas l'effort mensuel, mais c'est vraiment le temps qui permet de faire travailler les intérêts composés. Ce qui veut dire dans vos propos que plus on va commencer tôt, plus on va pouvoir se permettre d'aller chercher de la performance sur les marchés financiers? Exactement. En fait, c'est à la fois le temps et le fait d'investir progressivement et régulièrement qui va vous permettre de lisser les risques. Donc sur 20 ans, 30 ans et plus, les fluctuations de marché vont être absorbées et la tendance de long terme, elle est positive. Et donc ça vous donne la possibilité d'aller vous exposer à des placements un peu plus dynamiques. On pense au PEA, le plan épargne en action, ou en assurance vie en unité de compte, et donc d'aller chercher un rendement qui sera meilleur. Et c'est là que l'effet boule de neige devient vraiment fort. Mais alors du coup, fiscalement, est-ce que ça va changer quelque chose? Alors, il y a certains produits qui favorisent vraiment l'épargne régulière. On pense à l'assurance vie, puisqu'au bout de 8 ans, vous allez bénéficier d'un avantage fiscal avec l'abattement sur les plus-values de 4 600 € pour une personne seule, 9 200 € pour un couple. Le PEA qui exonère les plus-values après 5 ans de détention, ou on peut aussi parler du plan épargne retraite, qui marche un peu différemment, puisque là, vous allez pouvoir déduire les sommes versées de votre revenu imposable. Donc, avec ces enveloppes fiscales, vos 50 € par mois vont travailler encore mieux, puisque vous allez réduire la fiscalité sur vos gains. Alors revenons quand même à la question de base. Certains qui nous écoutent vont se dire, oui, bon, d'accord, 50 €, c'est quand même pas une grosse somme. Bon, vous leur répondez quoi concrètement? Moi, je leur réponds que l'épargne, c'est comme le sport. Vaut mieux en faire régulièrement peu que beaucoup d'un seul coup. Ce qui compte, c'est vraiment de créer l'habitude. Une fois qu'elle est installée, vous pourrez toujours augmenter un peu vos sommes. Et vraiment, de petits efforts produisent de grands résultats sur le long terme. Et un dernier conseil pour conclure? Commencez aussitôt que possible, puisque le temps, c'est vraiment votre meilleur allié. Plus tôt vous épargnez, plus vous pouvez prendre un peu de risque, profiter des marchés financiers et voir du coup vos 50 € se transformer en un vrai capital. Et attendre d'avoir plus pour démarrer, c'est le meilleur moyen de ne jamais commencer en fait. Merci Catherine. On vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous dimanche matin dès 9h25 dans la matinale week-end.
Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine, Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 25 ans, le conseil en plus. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h, Cécile Doménibus, Philippe David. Et comme c'est important d'avoir une équipe autour de nous et pour vous présenter les gens qui travaillent dans cette équipe, les personnalités qui sont presque un peu de notre famille avec Aude qui est au standard. Ça va Aude? Ça va Aude? Ça va très bien, merci de m'accueillir. Écoutez cette voix incroyable. Et donc quand vous décrochez, quand vous faites le 0826 300 300, vous avez Ouzac ou Aude qui est là. Et Aude, on avait très envie de mettre en place quelque chose, c'est-à-dire donner la possibilité à des auditeurs de devenir des vraies voix pour une journée. Oui, tout à fait. Donc n'hésitez pas à nous envoyer un mail à l'adresse suivante, répondeur.sudradio@gmail.com et je me ferai un plaisir de vous inscrire et vous viendrez participer à l'émission avec nous. Passer une journée avec Philippe David, je souhaite ça à personne, je peux le dire. Bravo. J'ai déjà débattu avec un auditeur, ils sont retors. Ah oui, ils sont on n'est jamais trahi que par les siens, mon cher Maxime, de ce qu'il vient de dire. Merci beaucoup. Ça doit être chercher de le remplacer, je crois. Et donc, vous l'avez entendu, 0826 300 300, c'est Aude qui est avec nous en attendant le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de gueule de Philippe David. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se trouve dans le 8e arrondissement de Paris. Pourquoi le 8e arrondissement de Paris? Parce que c'est dans cet arrondissement que se trouve la plus belle avenue du monde, l'avenue des Champs-Élysées. Et que celle-ci ne sera pas le théâtre d'un concert de Nouvel An comme en 2023 et 2024. La raison? Le refus de la préfecture de police qui aurait, selon Jeanne d'Auxerre, la maire d'arrondissement, argumenté sur, je cite, des mouvements de foule imprévisibles sur les Champs-Élysées qui ne sont pas dimensionnés pour accueillir ce genre de manifestation où les gens bougent. Une décision saluée par la maire d'arrondissement, contrairement à Emmanuel Grégoire, candidat à la succession d'Anne Hidalgo, du sénateur communiste de Paris Yann Brossat, et même de Bruno Retailleau, le président de LR, qui déclarait hier sur Sud Radio. Je veux dire d'abord que malheureusement en France, désormais, il y a un tel ensauvagement que tout devient prétexte, précisément, à de l'ultraviolence. Je me souviens par exemple de la fête de la musique. Moi, on m'avait proposé, par exemple, d'annuler, même le RN avait proposé de déporter le match France-Israël. Oui. Et je n'avais pas cédé. Je pense que, bien entendu, que ces manifestations présentent des risques, mais on ne doit pas reculer. Alors je veux bien qu'on ne doive pas reculer, ça devrait même être la règle. Mais souvenons-nous du printemps dernier et de la victoire en demi-finale et en finale de la Ligue des Champions du PSG. 2 soirées de chaos sur les Champs-Élysées et alentours. Rien que la soirée de la finale, 18 membres des forces de l'ordre avaient été blessés. Tout comme 3 semaines plus tard lors de la fête de la musique, où 13 membres des forces de l'ordre avaient été à leur tour blessés. Dans tous les cas de figure, magasins pillés, voitures et magasins saccagés et brûlés, scènes d'émeutes et de chaos partout. On comprend mieux que seule la maire de l'arrondissement soit la seule parmi le personnel politique à saluer ce renoncement, puisque c'est son quartier, ses électeurs qui sont à chaque fois victimes des pires exactions menées par des hordes sauvages qui commettent leur basse besogne en toute impunité, les décisions des tribunaux suite à ces tristes soirées étant là pour le prouver. On comprend d'autant mieux la préfecture de police qu'elle ne doit pas avoir envie d'avoir encore et toujours de nombreux blessés parmi ses effectifs, des effectifs toujours sur le fil du rasoir. Et tant pis pour les honnêtes gens qui avaient simplement envie de faire la fête et d'écouter de la musique. Mais les honnêtes gens, ils vont faire la fête, ils vont écouter de la musique. Moi, je vais vous dire pourquoi ça me choque pas. Déjà, c'est une décision de la préfecture de police. Ensuite, de sortir la carte Champs-Élysées à tout bout de champ 6 fois par an. Excusez-moi, j'habite pas loin. Au bout d'un moment, non mais moi je comprends la préfecture de police. Non mais au-delà des aspects de sécurité, c'est-à-dire, on parle d'ailleurs de réduction des dépenses à tout bout de champ. C'est une réduction des dépenses notable. Ça va être enregistré. Il y aura un feu d'artifice. On va s'éviter des forces de police conséquentes à déployer sur un soir stratégique et on pourra mettre ça ailleurs. Et on va laisser un peu les riverains tranquilles. C'est juste un autre format. Il n'y a rien de démentiel là-dedans. Et je trouve même que c'est une bonne chose. Oui. Je vais pouvoir me balader tranquillement ce soir-là. Moi, je comprends la préfecture de police, mais je trouve scandaleux qu'on puisse plus faire la fête. Mais on peut la faire. Mais non, on peut plus. On va t'enregistrer des séquences de concerts. On va te diffuser un feu d'artifice. Tu vas regarder la soirée chez toi au chaud. Tu vas être tranquille. Qu'est-ce que tu veux de plus?
plus. Moi, je voulais être sur les champs. Moi, je suis absolument pas d'accord avec Samuel. De quoi ce renoncement est-il le nom? C'est très simple. Il est le nom d'une république qui ne cesse de reculer. Car en réalité, le concert en question, il a été enregistré avec des figurants. Donc en fait, on va donner à la télévision sur France 2, j'imagine, ce concert. Tout à fait. Mais en fait, on n'est plus capable de garantir la sécurité sur les Champs-Élysées. C'est ça que ça veut dire en réalité. Et qui vient perturber? Ce sont les gens d'extrême droite, ce sont les Versaillais, c'est la droite qui vient tout casser lorsque le PSG gagne une victoire. Figure-toi que dans Paris Saint-Germain, historiquement, tu as quand même des groupes d'extrême droite. Mais ils ont été présents dans les tribunes et qui sont encore là sur les célébrations. Ils continuent d'opérer. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en réalité, le ministre de l'Intérieur recule parce qu'il pense, et à mon avis il n'a pas tort, qu'on ne pourra pas garantir la sécurité des gens qui viendraient. Donc si vous voulez, on peut m'expliquer qu'on va, Samuel, rester bien au chaud à regarder, moi ça m'intéresse pas, donc je regarderai pas, j'écouterai pas Joule, de plus mais je vais vous dire, en fait c'est ça que ça veut dire. En France, dès qu'il y a une manifestation, dès qu'il y a une ouverture de magasin, on l'a vu, où des choses gratuites sont données, ce sont des émeutes. Donc en réalité, la République ne cesse de reculer, elle n'assure plus la sécurité des gens dans les rues. Voilà, c'est ça la réalité, à mon sens. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Ce coup de gueule à retrouver bien entendu en podcast que vous pourrez commenter bien entendu. Dans un instant, la question du soir. L'ancien ministre du Logement Guillaume Kasbarian appelle à mettre fin à l'accueil prolongé des étrangers sans domicile fixe en situation irrégulière. Avec cette question du jour, Philippe. Faut-il arrêter de loger les migrants irréguliers? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? On attend vos appels au 0826 300 300. Et c'est Aude qui vous attend. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Au programme de cette émission, du lourd avec Éric Revel. Il n'est pas content en ce moment, Éric Revel. Je suis très content. Bon, vous êtes content. Très content. Très très content. Vous êtes très content. Vous êtes content d'être là, mais vous êtes. Oui, voilà, non, mais la vie est belle. Oui, d'accord. Allez. Ça va. La vie est belle parce que ce livre fonctionne plutôt bien. C'est Mozart qu'on assassine aux éditions Ellipse. C'est un pamphlet musical sur la décennie d'Emmanuel Macron, le Mozart de la finance, le Mozart de la diplomatie. Et vous n'avez pas peur de finir au violon? Ah oui, non, c'est pas mal, c'est pas mal. Et la bonne nouvelle, c'est que Samuel Botton, au sortir de cette émission, va en acheter un. C'est ça qui est bien. Ah, très bien. Expert en communication chez Step Conseil. Ah bah oui. Donc quand je reviendrai, je vous le ferai signer. On achète les livres des collègues, comme on dit, à Marseille. Allez, tout de suite, la question du soir. Il faut stopper l'immigration officielle et clandestine. Il faut retrouver la maîtrise de nos frontières pour pouvoir surveiller qui entre, qui sort. On est dans un pays qui ne maîtrise pas ses frontières nationales, qui ne maîtrise même pas sa politique migratoire. Il faut arrêter l'immigration. Il faut s'attaquer au communautarisme et au développement du fondamentalisme islamiste dans notre pays. Les vraies voix Sud Radio. Et ça fait suite à la déclaration de l'ancien ministre du Logement, Guillaume Kasbarian, qui appelle à mettre fin à l'accueil prolongé des étrangers sans domicile fixe en situation irrégulière, avec cette question du soir, Philippe. Oui, cette question. Faut-il arrêter de loger les migrants irréguliers? Vous dites oui à 98%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et je vais revenir avant de vous donner la parole, Éric Revel, sur les chiffres. En 10 ans, les crédits de l'État pour loger les migrants ont triplé, donc 3,2 milliards d'euros en 2023 et un total de 334 000 places. Oui. Vous avez tout dit. Alors moi, je suis pour qu'on les loge, les immigrants illégaux. Comme ça fera en venir plein d'autres. Vous voyez? Mais attendez, on marche complètement sur la tête. Il y a 2 millions de foyers dans ce pays qui attendent d'avoir un logement social. Et là, vous êtes en train de me dire que ça coûte 3 milliards par an de loger des gens qui sont sur le territoire français de manière illégale. Mais attendez, la question ne devrait même pas se poser. Mais en réalité, mettez-vous à la place de ces gens qui cherchent à fuir la misère de leur pays. Vous leur dites, vous pouvez avoir une couverture sociale. Et en plus, vous pouvez avoir un logement. Et je vais rajouter, c'est même pas la peine de vous faire enregistrer pour essayer d'avoir un visa. Allez-y de manière illégale parce que vous avez le droit à tout ça. Mais de qui se fout-on? Pardonnez-moi. Puis vous savez, la question de l'immigration, c'est une vieille question. On entendait Georges Marchais. Oui, 1980. Voilà, on pourrait aussi entendre François Mitterrand qui disait la même chose. Et alors j'ai retrouvé quelque chose qui est encore plus frappant, parce que la gauche, souvent, se cache derrière ou s'abrite derrière la bannière splendide de Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'est le penseur. Eh bien,
À la une de l'Humanité du 28 juin 1914, éditorial de Jean Jaurès. La première phrase de cet éditorial est la suivante. Il n'y a pas de plus grave problème que celui de la main-d'œuvre étrangère. Jean Jaurès, 1914. Voilà. Donc pendant des années, on n'a pas pu aborder ce débat parce que sinon on était des extrémistes, des fascistes, etc. Eh ben voilà, les gens n'ont pas de mémoire, les gens n'ont pas d'histoire. Georges Marchais, il n'y avait pas plus dur. Alors il défendait le prolétariat français, bien sûr, mais il n'y avait pas plus dur. Je ne sais même pas si Jean-Marie Le Pen aurait pu dire la même chose sur les travailleurs immigrés. François Mitterrand, on oublie que François Mitterrand, lorsqu'il était jeune étudiant, il y a des photos avec des banderoles où il est dans des mouvements de droite nationale, il manifeste contre les travailleurs immigrés. Il dit c'est pas possible. Jean Jaurès, le grand penseur, le mentor de la gauche républicaine. Bah écoutez, voilà, tout est dit. Qu'est-ce que je vous dise? Philippe David, allez-y. Alors moi, ce que je comprends pas, contrairement à Éric Revel, c'était un amendement. C'était un amendement de Guillaume Casbarian. C'est peut-être pas votre question, c'est ma réponse. C'était un amendement de Guillaume Casbarian. Oui. Et les députés ont voté contre. Oui. Il y avait une économie de 3 milliards à faire. Et ils votent contre une économie de 3 milliards. Désolé, il y a des personnes qui restent 3 ans logées à l'hôtel aux frais du contribuable. Vous êtes dans l'économie simpliste, Philippe. Alors, juste pour répondre à Eric, je défends l'argent du contribuable. Vous citez des références qui sont quand même datées. Il y a 110 ans qui se sont écoulés depuis. Aujourd'hui, Casbarian, c'est quoi? C'est un béret, une moustache et des déclarations choc pour se faire remarquer. Moi, ça fait 7 ans que je paye son salaire en tant que contribuable. Vous m'entendez pas me plaindre. Sur la question de l'immigration, bien sûr, Eric, que vous avez raison, qu'une immigration doit rester maîtrisée, que la question emploi et immigration doit être traitée à bras-le-corps et de manière très dure. Mais aujourd'hui, de simplement dire on va arrêter de loger des immigrés qui sont là en situation irrégulière, c'est oublier ce qu'est la réalité des administrations et c'est oublier la réalité de ce qu'est leur combat. Ces gens-là, qui à un moment se retrouvent dans cette situation d'irrégularité. Vous en avez beaucoup qui n'ont pas pour plan de rester en France, qui veulent partir de l'autre côté, essayer de rejoindre la Grande-Bretagne. Ça, c'est un premier point. Après, vous en avez qui sont là pour des raisons politique, familiale, il y a plein de problématiques et il faut traiter ces dossiers. Donc si j'écoute Guillaume Casbarian, qui ferait un très bon ministre de la simplification, puisque pour lui la simplification, c'est de tout supprimer, on dit stop, on arrête, et ça veut dire qu'on se retrouve avec... Mais on lutte contre l'immigration clandestine. Mais vous avez une immigration de fait qui existe dans le pays des gens qui sont là. Qu'est-ce qu'on en fait? Le terme de Laurent Fabius, si vous dites à toute la misère du monde qu'elle sera chauffée, logée, bah évidemment qu'ils vont être dit. Mais c'est absolument pas ce que je dis. Je vous dis, il faut traiter le problème. Eric, à partir du moment où ils sont là, que vous avez une problématique à traiter, que vous êtes tenu par l'administration, vous devez forcément prendre le problème dans le chemin. À tous ces Français qui nous écoutent, qui ont du mal à finir les fins de mois, à ces 2 millions de foyers qui ne trouvent pas de logements sociaux. Mais ils sont logés dans des hôtels. Là, c'est pas une question de logements sociaux. Ils sont logés dans des hôtels. Très bien. Ces familles, vous les logez à l'hôtel dans des 20 mètres carrés, 15 mètres carrés, 10 mètres carrés. Mais attendez, il faut lutter contre l'immigration illégale. Mais ça, on est d'accord que la lutte contre l'immigration illégale, elle ne se remet pas en cause. Dans l'inégalité, on vous offre autant de possibilités. Mais parce qu'il y a la question du traitement des dossiers. Le pays des droits de l'homme, oui, le droit de l'homisme, oui, je le connais par cœur. Il faut quand même se poser la question des gens qui restent 3 ans dans un hôtel. Mais attendez, excusez-moi, soit ils sont admissibles en France, et dans ces cas-là, on les régularise à condition qu'ils aient un travail, un revenu, etc. Ou alors, ils sont pas régularisables, et évidemment, dans ces cas-là, c'est pas mais le problème, c'est les gens de l'administration. C'est-à-dire qu'ils ont une compétence, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment persécutés dans leur pays, parce que vous savez, le droit d'asile. Bon, on m'a dit clairement, les gens par exemple qui veulent... Oui, mais pour vérifier tout ça, il faut bien les garder un petit peu quand même. Mais excusez-moi, 3 ans, vous trouvez pas que c'est un peu long? Donc c'est une question d'administration, Philippe, on est d'accord. Non, mais tu peux pas me reprocher à eux, c'est la question de l'administration. Comment on traite les dossiers en combien de temps? Non mais déjà, moi je suis pour un principe. On n'a pas... Quelqu'un qui rentre illégalement doit avoir une chose, c'est l'expulsion. Sauf si elle vient d'un pays qui est vraiment dangereux, et encore à condition qu'on ait bien analysé qu'elle soit pas dangereuse, comme certaines personnes qui ont profité des flux de migrants et qui étaient des terroristes. On en a tous entendu parler, malheureusement, dramatiquement. Mais l'idée, c'est quand même pas de garder des gens à l'hôtel avec une fortune. 3 milliards d'euros, 3,2 milliards. Moi, avec ça, je vous donne des millions d'heures de travail. Allez. J'embauche des médecins, il faut mettre quelques millions de plus sur le traitement des dossiers. Allez, et derrière, tu pourras dégraisser non, mais je crois qu'il y a surtout une chose à faire. C'est contrôler les frontières. Interrogez les gens du Comité national du droit d'asile, des juges, vous verrez ce qu'ils vous disent. Ils voient des dossiers sur la même journée qui sont
sont identiques, parce que les passeurs les font venir avec le kit complet pour avoir le droit d'asile en France. Voilà, Allez. c'est ça la réalité. 5 secondes. Non, j'entends, je ne suis pas d'accord. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Vous avez le droit de pas être d'accord, moi je suis factuel. Non, bien sûr. Voilà. Allez, Je vous donne tout des de suite. témoignages précis. On continuera à l'être. Tout de suite, les Automobiles Awards. Les vraies voix Sud Radio. Et c'est un coup de projecteur sur les Automobiles Awards. Sud Radio est partenaire de cette cérémonie de remise des prix 2025 et on est très heureux parce que ça se déroule très bientôt. C'est jeudi 18 décembre à l'Automobile Club de France à Paris. Et Lionel Robert est avec nous, le fondateur et l'organisateur. Bonsoir Lionel Robert, on est ravis de vous accueillir. Bonsoir Cécile, bonsoir Philippe. Alors ça a un peu gueulé avant, ça va être beaucoup plus calme. Ils comptent pas eux. Bon bah salut Yo-Yo, salut. On te laisse avec Philippe et Cécile. Lionel Robert, cette organisation tous les ans de plus en plus de marques, de constructeurs automobiles. Oui. Alors 50 marques cette année, constructeurs et équipementiers confondus. Donc ça commence à couvrir à peu près une bonne partie du marché, on va dire, et ça progresse effectivement d'année en année. Donc l'événement prend de la substance. Et c'est tant mieux. Qu'est-ce qu'on récompense? Quels sont les... Alors, il y a pas mal de récompenses encore dans cette édition. Ça s'élargit, ça s'étoffe. Les constructeurs sont de plus en plus innovants, donc tout ça se célèbre. Oui, en fait, c'est surtout l'innovation finalement qui est mise en avant. Et j'insiste vraiment pour dire que les équipementiers ne sont pas laissés pour compte, puisqu'on sait très bien que ce sont eux qui sont en général à l'origine de la plupart des innovations que nous avons la chance d'utiliser dans nos voitures. Eh bien, il faut savoir effectivement qu'ils sont largement mis en avant à travers 5 catégories aux Automobile Awards, et qu'à chaque fois, on découvre des choses de plus en plus épatantes d'année en année. C'est ce qui fait vraiment le charme et le sel de l'événement, quoi. Sud Radio est partenaire des Automobile Awards depuis plusieurs années. Et on est très heureux d'en être. Ce partenariat, comment il évolue avec le temps? Parce que c'est quand même important pour nous de le savoir. Il se bonifie. Écoutez, il n'est toujours pas financier, malheureusement. J'ai beau demander chaque année des subsides à Sud Radio, visiblement, vous n'en avez pas à me donner, donc je fais 100. Non, je plaisante. En fait, je suis ravi de cette collaboration parce que c'est vrai que la station est vraiment en avant l'événement, parce que vous êtes d'abord la station de l'automobile. C'est bien connu et c'est avéré aujourd'hui. Voilà, donc ce partenariat, il est ancré de différentes manières. D'abord, à travers la présence de vos membres éminents au sein du jury, à savoir Jean-Luc Moreau d'un côté et Cécile qui vous fait face ce soir. Premièrement, elle est du jury sur la catégorie minibus. C'est drôle. Blague de CM2. Je vais vous dire qu'elle sait finir un volant. Je m'enferme. Non. Et puis surtout, il y a effectivement un suivi et une mise en avant de l'événement à travers justement toutes ces catégories. Alors, c'est vrai qu'il y en a quand même pas mal des catégories. Elles ne sont pas toutes destinées aux constructeurs. Il y a aussi la mobilité douce, par exemple, également récompensée. La mobilité décarbonée aussi. La mobilité solidaire également à travers différents prix. Bref, c'est un peu les Césars, on va dire, de l'automobile, et ça donne lieu à une grande fête chaque année. Et en 20 secondes, ce qui est important de dire, c'est que la voiture de l'année est élue en revanche par le public. Oui, tout à fait. L'essentiel des catégories sont décernées par le jury, mais la voiture préférée des Français, ce qu'on appelle le Grand Prix, c'est le public qui la décerne. Et cette année, je ne vous le dirai pas, mais elle va certainement vous intéresser et vous passionner, parce qu'elle est... Allez, c'est une voiture, je dirais, pleine de passion et pourtant électrique. Ah, et ben voilà, en tout cas, l'année dernière, c'était la R5. Vous me donnez 10 secondes pour juste rebondir. Moi, j'ai longtemps travaillé pour l'industrie automobile, valoriser leurs actions, et je tiens à dire que il y a déjà 10 ans, il y a une station qui, effectivement, vous l'avez dit, a toujours ouvert ses portes à ces innovations, c'est Sud Radio. J'ai souvenir qu'à l'époque, le premier qui me prenait ces sujets-là, c'était Jean-Marie Bordry, si je dis pas de bêtises. C'est ça, qu'on embrasse. Je voudrais le remercier. Voilà. Et la station pour tout ce qu'elle a fait pour moi, jeune consultant à l'époque, sur ce secteur. Et on remercie Lionel Robert, qu'on retrouve bien entendu le 18 décembre soir à l'Automobile Club de Paris, de France à Paris, bien sûr, et où nous serons en direct avec vous, Lionel. Merci beaucoup, fondateur et organisateur des Automobile Awards. Passez une belle soirée. En tout cas, merci beaucoup. Merci, madame. La gagnante du soir. Merci beaucoup, Eric Revel. Juste après dans oui, c'est ça. Avec Laurent qui est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Laurent. Merci, bonsoir les vraies voix. Ouh, ça sent la joie, dites donc. Salut, Lolo. La journée, là, je fais une infusion de détox. Bon,
Ah. Bien, quoi. Alors écoutez, vous avez été tiré au sort, Laurent, vous habitez Angers. C'est ça, merci. Très belle ville, on est ravis en tout cas. Vous avez remporté une fabrique à histoire, l'Uni, avec un abonnement l'Uni. La fabrique à histoire, la seule conteuse qui permet aux enfants de choisir tous les éléments de leur histoire et d'écouter leur création unique. Vous avez combien d'enfants, Laurent ? Eh ben, moi, j'en ai pas, mais j'ai des neveux et nièces, donc j'ai une petite nièce qui va être ravie. Ah bah voilà, génial. en tout cas. Comment s'appelle-t-elle ? Elle s'appelle Amy. Oh, c'est mignon. Et quel âge a-t-elle ? Elle a 2 ans. Ah d'accord, donc elle écoute pas Sud Radio, on est d'accord. En même temps. On parlait des awards maintenant d'Emmy. Emmy Awards, c'est parfait. Ah, et Laurent. Eric, Laurent, pardon, la tradition est de dire le cri de la joie. Ouais, merci Sud Radio. Ah, bravo. Bravo Laurent. Bravo Laurent. Joyeux Noël à tous. Allez, joyeux Noël, bonne fête à vous. Merci beaucoup Laurent, on vous embrasse et merci en tout cas de votre fidélité. Justement, on parlait d'automobile. On en parle dans un instant. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.